Là, j'ai devant moi une famille, en quelque sorte, que je suis très heureuse de vous présenter. Ce soir, à Télé-Québec, vous allez pouvoir voir un documentaire intitulé « D'une mère à l'autre ». J'ai la réalisatrice devant moi, Elsa Pavensi. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi... d'un côté, de l'autre côté de la table, François Audet, que vous connaissez bien. Bonjour François. Bonjour. Qui est un habitué de notre émission, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire et parrain. Voilà, parce que Edza, c'est ma belle-sœur. C'est votre belle-sœur. Donc, il y a déjà un lien familial. Voilà. Elle est la conjointe de votre frère. Voilà. Et vous êtes tous les deux parrains d'une famille syrienne et on a un représentant de cette famille entre vous deux, c'est Georges. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Georges Chabot, qui est arrivé, ça va faire très exactement 1 an demain. En fait, ça fait 1 an le 19 février. Ah bon? Oui, l'arrivée. On a fêté nos 1 an du... J'aime dire que c'était le plus grand blind date de notre vie. Ouais. C'était un blind date de la rencontre, vous voulez Oui, dire, il y a bien 1 an, sûr, c'est bien ça. sûr. Oui, oui. Georges, est-ce que vous vous rappelez de cette arrivée encore maintenant? Est-ce que c'est un souvenir fort? Oui, c'est un souvenir fort. Je le rappelle comme c'était hier. Qu'est-ce qui était le plus frappant? Quand on les a vus, on s'est embrassés. À l'aéroport? Oui, et tout le temps, on s'est parlé. Et c'était un merveilleux moment. C'était un moment... Mais Georges, là, je vous écoute, puis il y a 1 an, vous parliez pas du tout français. Oui, c'est ça. C'était pas beaucoup Mais pendant l'arrivée. c'est quand même une évolution rapide, là. Ça va bien, le français? Oui, ça va bien. Et les gens ici nous aident au français, à Oui. apprendre le français surtout. Oui. Georges, vous êtes le plus vieux de la famille. Ouais. Vous avez 18 ans. À quelle école allez-vous? Jean Mance. Jeanne Mance, qui est une école secondaire publique de Montréal. Vous avez commencé dans une classe de francisation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, une classe d'accueil de Au début. francisation. Jusqu'à 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, c'est ça le normal. Oui. De supposer 1 an, 2 ans. Et puis après, on s'en va au régulier. OK. Ouais. Et là, vous êtes en quelle année maintenant? Maintenant, c'est ça, c'est encore... Ah oui, c'est pas encore classé officiellement. C'est ça, c'est Oui, ça. oui, je comprends. Puis après, il va y avoir évidemment un parcours scolaire plus régulier qui va commencer. Elsa, François, moi, je suis complètement impressionnée d'entendre Georges. Est-ce que c'est à l'image, je dirais, de la réussite du projet global, là? La famille, en général, se porte bien? Pour l'intégration, disons que c'est une belle histoire. D'ailleurs, c'est pour ça que le documentaire un peu a été fait. C'est pour présenter une belle histoire. On en a besoin. Hein. Je pense qu'on en a besoin dans cette période un peu obscure, comme je le mentionnais l'autre jour. On a besoin de présenter que ça peut fonctionner, que ça doit fonctionner. Puis juste pour ça, ça valait le coup de faire l'expérience parce qu'il doit y avoir des témoignages ou des histoires comme la famille Chabot. Et il y en a d'autres là, qui ont très bien fonctionné. Alors, en ce qui me concerne, c'est vraiment le témoignage d'une aventure de coopération, de collaboration. Et c'est pas juste notre famille, c'est un réseau d'entraide, d'amis qui se sont soutenus derrière aussi pour accueillir toute la mobilisation sociale et dans les réseaux sociaux notamment également pour leur donner un coup de main en fait. Mais maintenant aujourd'hui, comme je le dis souvent, ils sont des citoyens canadiens, ils sont autonomes et maintenant on a une relation d'amis et non pas il n'y a plus de relation asymétrique de parrainage. D'accord. Là, ils logent plus. Évidemment, ils sont autonomes au sens où même vous avez une maison à vous, Georges, maintenant? Vous êtes installé dans un grand logement avec la famille? Oui, c'est ça. Maintenant, oui. Tout devient un peu plus normal? Oui, tout devient normal après qu'on s'est installé et on s'est habitué à la vie ici, comment fonctionne la société ici, les systèmes, le système médical, scolaire. Votre petite sœur, est-ce qu'elle a commencé l'école primaire maintenant? Oui. Selena, elle a 7 ans maintenant? 6 ans. Donc, elle est en maternelle? Oui, c'est vrai. Wow. Et elle a appris français très, très rapidement. Elle est passée de l'arabe au français assez rapidement. Et ce qui est beau, c'est qu'on l'a vraiment vu s'épanouir. Parce que lorsque la famille est arrivée, les membres tels que les parents, Georges et son frère, arrivaient à parler un petit peu l'anglais, donc à communiquer. Mais la petite Selena
ne parlait que l'arabe. Elle est arrivée le soir de son anniversaire. Le 19 février, c'était le soir de ses 5 ans. Et on sentait à quel point c'est une petite fille qui était complètement omnibulée par tout ce qui se passait, qui avait de la difficulté à comprendre. Et au fur et à mesure qu'elle a passé du temps ici, qu'elle a été au CPE, ensuite en classe d'accueil, on l'a vu s'épanouir, devenir, là, ça paraît dans son corps, dans son visage. Et bien sûr, elle parle super bien le français maintenant. C'est impressionnant. Puis, Edsa, vous avez décidé, c'était pas simple déjà, parce que pour vous, par contre, dans le documentaire, il faut pas croire qu'on est juste dans la magie, le jovialisme et tout. Non. On voit que c'est pas facile quand même. C'est pas facile. Ni pour eux, ni pour vous. Oui, parce que moi c'était important pour moi dans le documentaire qu'on saisisse la réalité de ce que ça implique parrainer. C'est, disons-le, une grosse job qui est extrêmement payante en bout de ligne et dont on est tellement fiers aujourd'hui. Ceci dit, oui, ça demande un investissement, surtout sur le plan du temps. C'est intéressant d'ailleurs parce que François, tout au long de l'expérience, à titre de travailleur humanitaire, tu as eu une réflexion très intéressante par rapport à donner. Oui, puis dans le documentaire, oui, mais François fait même une petite sortie à un moment donné. Faut que les gens comprennent ce que ça devrait être donné. Oui, mais pour moi, c'était une prise de conscience, puis là, je me permets de faire le moraliste, là, que finalement, on a une aide, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'était une aide qui était très égocentrée. Donc, on va aider pour satisfaire notre besoin d'aider. Notre bonne conscience. Et non pas nécessairement en fonction du besoin de celui qui a besoin d'aide. Est-ce que ça veut dire quoi? Un des multiples exemples qu'on a eu pour des gens bien intentionnés, mais à 4 heures d'après-midi, un vendredi, aller chercher des tables et des chaises à Boucherville pour... en plein trafic. En plein trafic, etc. Donc, on s'attend à ce que les gens qui offrent leur aide fassent eux-mêmes la démarche et nous aident à aider. Mais très souvent, on était des catalyseurs et puis on mobilisait les autres et c'était toujours un peu les mêmes qui faisaient un petit peu tout malheureusement. Alors, et l'autre élément, c'est que c'était difficile après ça de critiquer cette aide-là parce qu'on a un ancrage un peu judéo-chrétien. Puis si on dit aux gens que, tu sais, aider mal, ça existe. Ah ben là, non. Là, ça devient très manichéen. On peut pas mal aider. C'est des choses... c'est courageux de le dire parce qu'il y a certainement une réalité que vous avez... On vous voit mesurer cette réalité-là physiquement dans le documentaire en train de déménager justement dans le trafic, toutes sortes d'objets. Ça devient très, très, très clair, le message. C'est réel. Mais accueillir une famille, c'est très... Ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est très multidimensionnel. Puis là, on va écouter ici un extrait. Celle qu'on entend, c'est la directrice du Centre de francisation L'Artigue. Son nom m'échappe. Solange Champagne. Solange, on va l'écouter tout de suite. Moi, je considère que mon rôle comme direction d'une école de francisation est beaucoup plus large que juste enseigner le français. La meilleure façon d'aider les gens, c'est de les aider à trouver un travail, de les emmener aussi au niveau culturel, de les emmener dans des activités québécoises, de leur montrer qui on est. D'ailleurs, c'est prouvé que si les gens ne trouvent pas d'emploi avant 3 ans, ils ne s'intégreront jamais. Alors, l'emploi. Ça, c'est un élément absolument clé. Georges, votre père a réussi à trouver un travail quand même assez rapidement. Hein? À quel endroit il travaille? À Adonis. Chez Adonis. D'ailleurs, on a, je pense, au bout du fil, le directeur général de la succursale Adonis du centre-ville, c'est Naaman Aboud. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vous-même d'origine libanaise et chez Adonis, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les succursales, mais chez vous, vous avez plusieurs employés qui sont des réfugiés. Oui, parce que nous, franchement, c'est au centre-ville, on a deux succursales. On a ouvert une nouvelle à Griffintown. Et je pense quand les réfugiés syriens sont venus, ça fait 1 an. Et c'était l'heure de l'embauche pour le nouveau magasin. Ah. Donc, donc c'est ça. Georges était un des applicants qui ont fait une demande d'emploi ici. Georges ou son père? Johnny, son père. Le père de Georges. C'est Johnny, c'est ça. Johnny, oui. Donc, il était un des employés qui ont été embauchés pour la nouvelle succursale. Ils ont fait une formation ici, chez moi, au centre-ville. Et ça a commencé comme ça. Oui. Et vous le faites... spontanément comme ça. Est-ce que c'est lié au fait que vous-même, vous avez connu l'intégration puis la difficulté de trouver un emploi ici, M. Aboud? Oui, bien sûr. J'étais comme tous les immigrants qui sont venus ici. Ça fait à peu près 10 ans que je suis là.
Et j'ai envoyé pas mal de CV pour trouver un travail et finalement, je suis ici un directeur au centre-ville. Ouais. Et quand ces réfugiés arrivent, en général, vous quand même, vous devez exiger qu'ils parlent quand même assez bien l'anglais et le français ou Oui, parce que le travail au supermarché, vous savez, il y a beaucoup de services à la clientèle. Donc, c'est exigeant qu'ils parlent le français et l'anglais. Mais dans le cas des réfugiés syriens, on avait une petite problématique là-dedans. Mais on a placé chacun selon son niveau linguistique dans la place où ils peuvent faire le travail sans déranger les gens qui parlent le français et qui exigent qu'un employé parle en français. Oui. Et comment ça se passe un an plus tard? Est-ce qu'ils ont tous bien tenu la route? Est-ce qu'il y en a qui ont dû s'en aller? Ils sont bien intégrés. Franchement, il y a toujours des gens qui font des cours de français pour l'instant, mais ils comprennent bien. C'est normal que parler en français, c'est pas assez facile pour eux, mais quand même, ils s'entendent bien avec nos clients. Ben, merci d'avoir pris quelques minutes. Puis les clients, eux, comment ils reçoivent ça en terminant, M. Aboun? Ça dépend. C'est pas toujours... ça dépend, mais franchement, le peuple québécois, ils doivent comprendre aussi qu'il y a des gens qui viennent des pays qui ne sont pas francophones. Donc, on doit les aider à mieux s'intégrer. On doit être plus tolérant avec eux concernant la langue française. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Donc, il y a parfois un petit peu d'impatience de la part de certains clients? Mais, non, la majorité sont patients, mais tu sais, il y a des exceptions parfois, mais ça marche. Ben, vous lancez cet appel-là, en tout cas, on l'entend. Là. Il faut essayer de bien comprendre ces situations-là. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Naman Aboud, qui est directeur général de la succursale Adonis du centre-ville, où travaille Johnny, le père de Georges. Est-ce que ça se passe bien pour lui au travail? Oui. Il se considère quand même assez bien intégré à cet endroit-là. Oui. En Syrie, qu'est-ce qu'il faisait comme travail, votre père? Il avait une station de service et un magasin de pièces recharge. De pièces pour automobile? Oui. Oui, d'accord. Donc, c'était un commerçant. Oui, exact. Il a étudié... en business, en administration. En administration. Oui, à Alep. À Alep, oui, d'accord. Est-ce que vous avez vécu vous-même à Alep ou non? On voyageait beaucoup à Alep puisque c'était proche de nous. C'est comme 5 heures, 6 heures de bus, de voiture. Et on avait des travaux là-bas, des maisons là-bas, des parents là-bas. Ah oui. Fait que vous alliez souvent? Oui, on s'en va là, on s'en allait là souvent pour visiter des parents ou pour des affaires, travaux parce que le magasin principal de mon père, c'était à Alep. D'accord. Le principal, c'était à Alep. Le siège social du magasin, c'était à Alep. Alors, ça voulait dire que c'est une ville que vous avez beaucoup fréquentée. Ça doit être très dur maintenant de voir des images d'Alep pour vous. Oui, surtout aussi qu'on avait une maison là-bas. Et à chaque fois, il y avait mon oncle, le frère de ma sœur, qui est à Alep, qui était à Alep pendant les conflits qui se passent là-bas. Et à chaque fois, il nous appelle pour nous dire que soit la porte était brisée, soit la fenêtre était comme brisée, soit le balcon était tombé. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment... c'est un deuil terrible à faire en même temps, hein? D'avoir perdu ces racines-là. Là. Alors, mais un jour, vous aurez peut-être l'occasion... Vous espérez un jour pouvoir retourner en Syrie, Georges? Pour visiter, là, au moins, pour revoir... Oui. Le pays. C'est inoubliable, la Syrie. C'est notre société là-bas, nos amis là-bas, beaucoup de choses. Toutes les racines. À rappeler les racines. Nos racines sont là-bas. Et disons, ce que Georges raconte, là, ça fait comprendre pourquoi aussi les gens que vous accueillez peuvent pas être tout le temps juste dans la reconnaissance. Et ça, c'est un autre aspect courageux du documentaire, c'est d'aborder ça.
Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le courage d'aborder ça? Ben, voici ce que j'ai fait. Avant que la famille arrive, moi, j'ai parlé à des psychologues, des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent auprès d'immigrants, mais surtout de réfugiés. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le cycle d'intégration pour un réfugié. Parce que dès le départ, l'idée de ce film-là, c'était vraiment de suivre la famille sur 1 an. Et moi, ça m'a beaucoup aidée à la base, avant qu'ils arrivent, à comprendre ce qui allait se passer. Ouais. Donc, rapidement, j'ai compris qu'au départ, bon, on arrive, il y a une espèce d'euphorie. De conte de fées au début. Oui, c'est ça. On a réussi à échapper la guerre, c'est super, on est en sécurité. Et puis là, rapidement, on est rattrapé par le stress, les cauchemars, le passé. Oui. Et puis là, c'est difficile, pendant cette période-là, de vraiment reconnaître, d'être dans la reconnaissance de « Ah, wow, il y a des gens qui m'aident et tout et tout ». On va écouter la directrice du Centre de francisation, l'article là-dessus, c'est très intéressant. On comprend que des gens qui ont vécu la guerre et qui en sont presque morts, qui sont arrivés ici de peine et de misère, ne sont pas dans la reconnaissance. Ils sont dans la base, ils sont dans la pyramide de Maslow, ils sont en bas complètement. Ils ont besoin de dormir, de manger, d'un toit, c'est tout. Il faut aussi prendre le temps d'écouter la personne qui accompagne les Syriens pour comprendre par où on passe quand on est pareil. Ça me fait tellement du bien d'entendre ça, ça me fait tellement du bien d'entendre une personne. Vous êtes la première qui mettait des mots sur le fait que c'est difficile pour nous aussi. C'est exigeant. C'est exigeant, puis en même temps, il y en a de la reconnaissance. Là. Ah, la famille est régulièrement reconnaissante. Oui, oui. Puis ça, vraiment, je voudrais pas qu'on retienne uniquement cet aspect-là parce que très rapidement, dès qu'on se remet sur nos pieds, ben là, on voit tout ce que les gens font autour. Puis ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que ça donne avec les saisons. Ils arrivent en hiver et au moment où le printemps arrive, il y a Johnny qui trouve son travail, les gars qui sont à l'école. Et là, il y a une ouverture sur la nouvelle société dans laquelle on est, un désir de s'intégrer et une reconnaissance infinie. S'il y a quelque chose que je dois dire, c'est à quel point Georges et tous les membres de sa famille nous le disent, mais constamment, régulièrement. C'est une belle rencontre entre nos deux familles parce que nous, on est très admiratifs du courage, de la résilience dont ils ont fait preuve, de leur envie de s'adapter, de s'intégrer rapidement à notre société. Et eux, en retour, ils sont extrêmement reconnaissants. Ils nous le disent, c'est quasiment s'ils nous appellent pas chaque jour pour nous le dire. Georges, qu'est-ce que vous avez... Parce que dans le documentaire, on vous voit la famille commencer à patiner un peu. On vous voit faire du vélo. En Syrie, est-ce que vous faisiez du vélo? Vélo, oui. Vélo, oui. OK. Mais patin, pas. Non. Mais il n'y avait pas de Bixi, par contre. Il n'y avait pas de Bixi. Non. Okay. Qu'est-ce que vous avez maintenant le plus adopté comme sport ou loisirs qui sont plus spécifiques? Le ski et le patinage. C'est vrai? Maintenant, parce qu'en Syrie, on ne faisait pas ça. En Syrie, c'était les sports normaux, disons. Mais la neige est rare, faut dire, en Syrie. Rare. C'est pendant l'année... Ça se peut qu'une journée, 2 journées qu'il neige. Un petit peu de neige qui ne va pas nécessairement rester. Ou peut-être pas dans l'année aussi qu'il neige. Oui. Alors, vous avez continué à patiner depuis le tournage, là? C'est ça, on a continué à faire ça avec... surtout qu'avec l'école, ils font ça aussi pour bien s'adapter les gens avec l'hiver parce que dans l'école, il y en a beaucoup de gens qui sont pas habitués à l'hiver. Fait que pour leur habituer à l'hiver, il faut qu'on fasse des activités hivernales. Typiques. Et fait que ça les aide à s'adapter plus, à s'intégrer plus avec l'été d'ici et pas le détester. Ben, c'est bien ça, je te le dis tout de suite, c'est pour les Québécois aussi. Là. Tout le monde. Nous aussi, il faut qu'on fasse l'effort. Il faut qu'on fonce. Ouais. Des fois, il y en a qui préfèrent fuir, mais si on est ici, il faut vraiment assumer, effectivement. Georges, merci vraiment beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Edsa Paventi, d'avoir fait ce documentaire qu'on peut voir ce soir à Télé-Québec. C'est attendez, j'ai l'heure, c'est à 21h. Ça s'intitule « D'une mère à l'autre ». On fait connaissance avec la famille Chabot. C'est la famille de Georges qui était avec nous. Et bien sûr, avec vous, votre conjoint, Marc-André Audette, son frère François Audette qui était là aussi. Merci François d'être venu ce matin. François qui est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire et parrain, ainsi que Edsa qui a été au centre de toute cette aventure-là. Et tout ça avec un bébé en plus tard, pour vous, 1 an plus tard. Ben oui, qu'il y ait question de se rajouter un défi de plus. Merci beaucoup tous les 3. Merci. On se retrouve tout de suite après les informations.